Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, merci à vous, chers internautes, pour être avec nous pour cette conférence en direct sur YouTube. Merci également aux équipes de la Cité des Sciences qui, malgré les conditions sanitaires que nous connaissons, rendent possible le maintien de cette soirée. Et enfin, merci également aux différentes intervenants pour être avec nous ce soir. Alors, je vous rappelle l'organisation de cette conférence qui a pour thème les relations entre les climats du passé et la dispersion de nos ancêtres. Alors, dans un premier temps, les chercheurs et chercheuses vont venir vous présenter leur travail et leur méthode de travail au sein du projet ADOC. C'est un projet de recherche qui est un acronyme qui signifie Human Ancestors Dispersal, The Role of Climate. Et donc, il s'intéresse aux interactions qu'il y a eu entre les changements climatiques du passé et la dispersion de nos ancêtres. Chaque intervenant fera une présentation d'une dizaine de minutes. Et puis après, une seconde partie sera une table ronde où chaque intervenant expliquera quelle est l'approche qui est faite du projet ADOC, qui est une approche pluridisciplinaire. Nous prendrons également vos questions en compte à la fin de cette table ronde. Pour cela, vous pouvez poser vos questions directement dans le chat YouTube et un membre de notre équipe les récupère à la fin et il les posera directement à l'oral à nos chercheurs. Alors maintenant, je vais présenter les intervenants qui sont avec nous dans leur ordre de passage. Alors, je vais commencer par présenter Gilles Ramstein. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Jordan. Vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement qui se situe à Gif-sur-Yvette. Et puis, tout récemment, vous avez rédigé avec Sylvestre Huet un livre qui s'intitule Le climat en 100 questions. Et ce qu'il y a d'intéressant dans votre livre, c'est que vous abordez la question climatique à la fois d'un point de vue des sciences de la nature, c'est-à-dire la biologie, de la physique, la chimie, l'énergie également, mais aussi vous donnez un aspect au niveau des sciences humaines et sociales avec de l'histoire, de la politique, de l'économie et même de la géopolitique. Et vous interviendrez pour présenter le projet ADOC. Nous avons ensuite Doris Barboni qui interviendra. Bonsoir Doris. Bonsoir Jordan. Vous êtes palynologue, alors c'est-à-dire que vous étudiez principalement les grains de pollen. Vous êtes au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et vous êtes rattaché au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement, le CEREG, qui lui se trouve à Aix-en-Provence. Ensuite, ce sera au tour de vous, Frédéric Fluteau. Bonsoir. Bonsoir, Jordan. Vous êtes paléoclimatologue et professeur à l'Institut de physique du Globe de Paris. Et vous interviendrez pour la partie modélisation des climats. Et enfin, nous terminerons avec vous, William Banks. Bonsoir. Bonsoir, Jordan. Vous êtes archéologue et préhistorien, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire PACEA. PACEA est un acronyme pour de la préhistoire à l'actuel, culture, environnement, anthropologie, et votre laboratoire est à Bordeaux. Je vais donc laisser la parole à Gilles qui vous présentera davantage le projet ADOC. À vous, Gilles. Merci beaucoup, Jordan. Bon, alors d'abord, je vais raconter quelques petites tribulations de ce programme de ce soir. On avait initialement prévu de passer en juin, début juin, et évidemment, c'était la première vague et donc de Covid, et donc on s'était rapatrié sur novembre, et à l'époque, je me suis dit en novembre, ce sera tranquille. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la deuxième vague de Covid. Et dans ces situations-là, il y a toujours des choses extrêmement positives et puis des choses plutôt négatives. Alors, je dis tout de suite, la chose négative, elle est évidente, mais je la dis quand même, c'est que vous n'êtes pas là, quoi. Vous n'êtes pas là, on n'est pas dans la même pièce, on n'est pas tous ensemble réunis et ça change beaucoup. Mais il y a une chose très positive, c'est la résilience extraordinaire des gens de la Cité des Sciences qui se sont battus pour que ça reste possible et la résilience aussi de mes collègues qui sont tous là à leur âge aujourd'hui pour vous présenter ce programme. Donc, je suis très fier de vous parler de ce programme interdisciplinaire qui s'appelle ADOC. Alors, ADOC, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Human Ancestor Dispersal, The Role of Climate, ce qui veut dire
quel est en fait le rôle du climat dans la dispersion de nos ancêtres. Alors, sur la slide suivante, je vous montre, et je vais vous expliquer un peu d'abord très rapidement, puis plus en détail, ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est de comprendre à quel moment le climat va vraiment changer la dispersion de nos ancêtres, à quel moment ce n'est pas du tout le cas. Et pour ça, on a besoin de différents types de disciplines. Et je vais vous expliquer un peu d'abord très rapidement, puis plus en détail, ce qui nous motive. Et donc, il y a de l'écho. Et donc, on va faire un petit voyage avec vous pendant la première heure de cette conférence, en voyant ce qu'apporte chaque discipline. Alors, quels sont les problèmes qu'on veut essayer de mieux comprendre à l'aide de toutes ces disciplines? Alors, ça peut se décomposer en deux phases, en deux périodes différentes. La première période, elle a à voir avec nos ancêtres les plus lointains, les grands singes, c'est-à-dire les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés. Et on sait des choses sur ce qu'on appelle la saga de ces grands singes, c'est-à-dire que ces grands singes sont nés en Afrique tropicale au début du Néogène, c'est-à-dire vers 25-23 millions d'années. Et puis, ils ont réussi à sortir d'Afrique, la première sortie d'Afrique, en profitant d'un moment d'accalmie et d'embellie climatique. Et puis, malheureusement, le climat s'est refroidi encore et ils ont été obligés de migrer. Donc, on peut essayer d'expliquer cette saga, ces déplacements des grands singes, en quoi elles sont vraiment très liées au changement climatique. Et puis, en remontant dans le temps, il y a une deuxième source de problèmes qui nous intéresse. Cette fois-ci, tout se passe en Afrique, entre l'Est et l'Ouest de l'Afrique. Et comme vous le savez, entre le Tortonien, c'est-à-dire il y a 7 millions d'années, et le moment où la calotte du Groenland va devenir pérenne et qu'on va rentrer dans le Quaternaire avec ces grandes oscillations glaciaires, interglaciaires, c'est-à-dire entre 7 millions et 3 millions d'années, c'est encore à dire à peu près au moment de Toumaï jusqu'au moment de Lucie. Eh bien, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup de fossiles à l'est du rift et très peu à l'ouest du rift. Ça peut s'expliquer par la conservation, mais j'essaierai de vous montrer que ça peut aussi s'expliquer par des changements climatiques. Bon, alors, on va passer vraiment à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire au climat. Alors, le climat, j'ai donc résumé deux grandes tendances qui sont sur les 40 derniers millions d'années. Alors, ce que vous voyez là, c'est d'une part deux choses qui sont très, très liées. D'une part, vous voyez la baisse des températures au cours de ces 40 millions d'années. Vous voyez qu'il y a une grande tendance à la baisse des températures. Et en effet, depuis l'Éocène, où il y a 40 millions d'années jusqu'au début du Quaternaire, eh bien, on a perdu en moyenne annuelle globale de l'ordre de 8 degrés. Je rappelle que pour la fin du siècle, on pense augmenter les températures de 4 degrés. Donc, c'est un très gros signal. Et ce signal de refroidissement s'accompagne lui-même d'une baisse du CO2 et donc d'une baisse de l'effet de serre. Et vous voyez sur ce graphe que, évidemment, c'est beaucoup plus variable que ce que je dis, je parle des grandes tendances, mais il y a quand même une chose qui va vous étonner, c'est si vous regardez bien vers 17-15 millions d'années, il y a une embellie, le CO2 remonte et les températures aussi. Et donc, on va s'intéresser à ça, on va s'intéresser à la deuxième partie de cette courbe, c'est-à-dire au Néogène, au moment où les grands singes vont faire leur apparition. Alors, la diapo suivante, elle vous montre un peu comment se sont faites ces dispersions. C'est ça qu'on cherche à comprendre. Vous voyez qu'autour de 23-25 millions d'années, au début du Néogène, on voit les premiers fossiles de grands singes. Et ces grands singes sont extrêmement bien adaptés à ces milieux-là. Il n'y a pas tellement de secret là-dessus, c'est l'évolution darwinienne. Ils sont bien dans ce milieu-là. Et ce milieu-là, c'est essentiellement des forêts denses et des forêts tropicales. Pourquoi? Parce que les grands singes sont inféodés à ce type de milieu, ce qui est très différent de nous aujourd'hui, où on n'est pas du tout inféodés de manière aussi directe à ces environnements. Et donc, ces environnements, c'est ça qui va nous permettre, à nous, modélisateurs, c'est ce que vous verrez avec Frédéric Fluteau, de les suivre, parce qu'on suit non pas les grands singes, mais leur paléo-environnement, c'est-à-dire les forêts tropicales. Et ce que vous voyez, c'est qu'un certain nombre de ces grands singes, qui vont avoir plus d'envie d'aventure que les autres, vont profiter de l'embellie qui se produit au mid-Miocène climate optimum, c'est-à-dire sur le deuxième graphe en haut à droite, cette période justement dont je vous ai déjà parlé, où en fait, il va y avoir un renversement, les températures vont monter, le CO2 aussi, et Doris Barboni ainsi que d'autres palynologues voient effectivement une extension très marquée des forêts tropicales jusqu'en Europe du Sud et même au sud de l'Allemagne. Et on commence en effet, dans cet environnement qui est adapté,
avoir des grands singes et donc fossiles de grands singes qui vont sortir d'Afrique. Et puis malheureusement, cette embellie n'a qu'un temps, 2 millions d'années. On repart vers le froid. Et là, il y a deux possibilités pour ces grands singes, et deux seulement en gros. Il y en a qui vont rentrer en Afrique et il y en a qui vont continuer leur trajet. Et en fait, ils vont passer par l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, pour arriver finalement aux Tortoniens, au sud-est asiatique où ils sont toujours. Et donc, c'est ça que vous voyez à 25 millions d'années, l'Afrique tropicale, puis la sortie d'Europe à 17-15 millions d'années. Et puis ensuite, vous voyez qu'ils vont quitter ces endroits-là qui sont devenus beaucoup trop froids et très inhospitaliers pour petit à petit, et au fur et à mesure du refroidissement, rester dans des zones en Asie du Sud-Est où ils ont des environnements, c'est-à-dire des forêts qui sont compatibles avec leurs besoins nutritionnels. Donc ça, c'est un axe qui nous intéresse beaucoup et on cherche à savoir, avec les modifications de la paléogéographie et du climat, est-ce que les grands singes ont effectivement fait ce chemin à cause du changement climatique. Et donc ça, c'est quelque chose que vous allez voir entre Frédéric et Will, et donc vous allez pouvoir voir avec quels instruments, avec quels modèles on étudie ces trajets. Et la deuxième partie qui nous intéresse beaucoup, qui est beaucoup plus récente, donc celle dont je parlais tout à l'heure, entre Toumaï et Lucie, c'est-à-dire de 7 à 2 millions d'années, elle se situe complètement en Afrique. Alors c'est pour ça que je vous ai mis sur ce graphe, d'une part l'Afrique, et quand vous regardez l'Afrique avec des données satellitaires, ce que vous voyez d'extrêmement beau, c'est ce rift africain qui se situe à l'est de l'Afrique et qui est une grande déchirure qui va du nord jusqu'au sud de l'Afrique et qui décompose un tiers d'est africain, en gros, si vous voulez, et 2 tiers de ouest africain. Et donc, ce rift-là, il va se transformer au cours des millions d'années, au cours du Miocène et du Pliocène, pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il se trouve que ce rift est une barrière au sens où on voit beaucoup plus de fossiles à l'est du rift qu'à l'ouest du rift. Alors pour ça, je vous disais qu'il y avait des raisons pour ça qui sont des raisons, peut-être que Doris en parlera, la façon dont les sédiments sont conservés. Donc quand on est dans des zones où il y a peu de conservation, évidemment, on a moins de fossiles. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a énormément de fossiles d'Australopithèques à l'est et très peu à l'ouest, essentiellement au bord du lac Tchad. Et donc, je vais vous expliquer un peu, et très caricaturellement, vraiment de façon un peu abrupte, parce que j'aurai beaucoup de temps, pourquoi on pense que c'est lié à des évolutions climatiques. Alors, sur le diagramme d'en haut, vous voyez le retrait d'une mer épicontinentale qui couvrait tout l'est de l'Europe et tout l'ouest de l'Afrique. C'était vraiment une mer immense, dont aujourd'hui on n'a plus que des petits reliquats, comme la Caspienne ou la mer Noire. C'était donc une mer tellement énorme qu'elle amortissait les variations saisonnières. C'est-à-dire que l'hiver, il ne faisait pas si froid que ça, et l'été, pas si chaud que ça. Et petit à petit, quand elle s'est rétractée, donc elle est devenue de plus en plus petite jusqu'à ce qu'elle arrive au Tortonien, ce qu'on connaît à peu près aujourd'hui, eh bien, elle a découvert des terres. Et du coup, vous aviez un chauffage l'été beaucoup plus important et un refroidissement l'hiver beaucoup plus important, ce qui permettait aux moussons d'être plus fortes. Et c'est ces différences de moussons qui vont être très importantes dans la distribution des australopithèques. Ce que vous voyez maintenant en bas de ce graphe, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on a des moussons fortes ou faibles. Et ces variations de moussons apparaissent à peu près tous les 20 000 ans. On a des moussons plus fortes et des moussons plus faibles. Et dans un contexte où la parathétis s'est retirée, où les moussons peuvent être plus fortes, il va y avoir des périodes entières où l'Afrique, la Libye et le Tchad vont être beaucoup plus arrosées, et des périodes où elles vont être au contraire arides. Et pendant les périodes où elles sont arrosées, on a en effet, corrélativement avec cette disparition de la mer parathétis, une amplification de ces moussons fortes et faibles. C'est ce que vous voyez en bas. Et maintenant, le lac Tchad. Le lac Tchad, c'est un extraordinaire révélateur de ces moussons fortes ou faibles. Quand les moussons sont faibles, le lac Tchad est exactement ce qu'il était au pré-industriel, c'est-à-dire avant que l'homme le fasse encore plus réduire. Et pendant les périodes humides, le Logoné et le Chari, qui sont les deux grands fleuves qui alimentent ce lac Tchad, ils le font devenir ce qu'on appelle un méga-lac Tchad. Et là, il couvre une superficie de l'ordre de 350-400 000 km², c'est-à-dire 2 tiers de la surface française. Donc, c'est un immense lac. Et dans ces périodes humides, on pense qu'effectivement, un certain nombre d'australopithèques pouvaient passer à l'ouest, en quelque sorte. Voilà. Donc, pour essayer de
d'enquêter sur ces deux sagas entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et d'autre part, pour comprendre les mouvements est-ouest des australopithèques, on a eu besoin, et on a été financé par l'ANR pour ça, de comprendre chacun avec ses outils. Et donc, les 4 groupes que vous allez voir ici, c'est les 4 groupes qui sont constitutifs de cet ANR ad hoc. Alors, je vais très rapidement les décrire. Il y a d'abord les gens qui, comme moi, comme Frédéric, qui sont au LSCE et à l'IPG, qui sont des paléoclimatologues, mais des paléoclimatologues de ce qu'on appelle le deep time, c'est-à-dire les temps anciens, les temps où il faut contraindre la paléogéographie, c'est-à-dire qui sont suffisamment éloignés de nous pour que les continents ont eu le temps de bouger de place, les océans de changer de bathymétrie, et il y a des ouvertures et des fermetures aussi de détroits. Donc tout ça, on en tient compte pour essayer de calculer le climat correspondant à ces périodes avec le taux de CO2, la paléogéographie et aussi la position des chaînes de montagne. Il y a aussi des gens qui travaillent au CEREJ et qui sont, eux, des spécialistes des paléo-environnements, c'est-à-dire qu'ils reconstruisent des paléo-environnements. Nous, dans nos modélisations, on n'utilise normalement pas ça, et quand on a nos résultats, on compare avec leurs données. Donc, on les utilise beaucoup, ces données-là, pour valider nos calculs numériques. Ensuite, il y a des gens comme Will Banks qui, eux, s'intéressent à la niche de ces hommes, c'est-à-dire comment les conditions climatiques les obligeaient à bouger ou pas, et quelles étaient les surfaces potentielles par lesquelles ils pouvaient passer. Et donc ça, c'est plutôt des modèles de niche qui demandent de la résolution climatique à très haute résolution spatiale. Et enfin, un groupe qui n'a pas aujourd'hui de personne qui va parler, qui est le groupe de Poitiers. Et je pense qu'à la fin de notre projet, il y aura aussi des gens de Poitiers qui parleront, parce qu'on sera arrivé au but, c'est-à-dire à être capable de montrer l'impact ou pas du climat sur leur dispersion. Voilà, donc c'est vraiment une enquête qui se fait à plusieurs voix, et là vous allez entendre 3 de ces voix, celle de Doris, celle de Frédéric et celle de Will, qui vont vous montrer chacun à leur manière comment ils enquêtent sur ces questions. Je vous remercie. Merci Gilles. Alors maintenant nous allons passer à vous Doris. Je rappelle que vous êtes palynologue et vous allez nous parler de la partie reconstitution des paléo-environnements. À vous Doris. Oui, j'attends que Gilles... Donc, merci Gilles pour l'introduction. Donc, oui, je suis au CEREJ et je travaille sur les pollens et les phytolithes fossiles. Je vais peut-être enlever ça. Donc, mon travail consiste à faire du terrain pour prélever des échantillons. C'est du laboratoire, du microscope et beaucoup de lectures et de rédaction d'articles et d'analyses de données. Donc, les pollens et les phytolithes, pourquoi ? En fait, je m'intéresse aux environnements qui sont occupés par les ancêtres de la lignée humaine. J'ai jamais travaillé avec des hominoïdes aussi anciens que ceux que Gilles nous a proposé d'étudier pour ce projet. Néanmoins, mes recherches se sont concentrées surtout sur les périodes depuis 7 millions d'années jusqu'à 1 million d'années. Donc, j'ai fait des prélèvements dans des environnements, surtout en Afrique de l'Est, au Tchad, pour essayer d'extraire de ces sédiments des fossiles de plantes. Vous avez ici quelques exemples de fossiles de plantes, des phytolithes qui sont composés de silice, donc comme des grains de sable, mais ils sont produits par les plantes lorsqu'elles absorbent l'eau par leurs racines et qu'elles évaporent cette eau par leurs feuilles. La silice qu'elles ont prélevée, enfin l'acide silicique qu'elles ont prélevé, reste dans les tissus cellulaires et se dépose et prennent certaines formes particulières. Ici, vous voyez un sphérique avec des petites pointes et là, des formes de nonos un peu particulières. Donc, ces phytolithes sont très diversifiés chez les graminées, ce qui permet, dans des environnements de savane, d'identifier quelles sous-familles de graminées sont présentes, quel type de graminées, des graminées hautes, des graminées basses, quelle est leur photosynthèse.
et donc de caractériser ces environnements. Et j'étudie également les pollens. Donc, vous avez ici au microscope optique à balayage des images de pollen qui, comme vous le savez sûrement, sont ces particules micrométriques qu'on peut aussi observer qu'au microscope et qui transportent le matériel génétique des plantes pour leur reproduction. Les pollens ont des formes beaucoup plus diversifiées que les phytolithes et permettent pas d'identifier l'espèce qui les a produites, mais presque. On peut identifier bien souvent le genre ou la famille botanique desquels ils proviennent. Et dans la mesure où pollen et fossiles et fossiles dominés sont parfois préservés dans les mêmes niveaux, eh bien, on peut identifier, reconstruire la paléovégétation, la végétation et même les habitats qu'occupaient ces faunes anciennes. Donc, à partir des microfossiles, mon travail est de reconstituer les habitats et les climats passés. Et là, vous allez me dire pourquoi les climats ? Eh bien, en fait, tout le monde sait qu'un type de plante ne pousse pas partout. Les orchidées que vous avez en pot chez vous ne poussent pas en Méditerranée, mais celles que vous trouvez avec des grosses fleurs, là, vous les trouvez uniquement dans les forêts tropicales. Donc, en fait, chaque plante répond à des conditions ou est adaptée à certaines conditions environnementales, de température, de précipitation, de saisonnalité. Et donc, lorsqu'on identifie la présence de certaines plantes, de baobab par exemple, dans des sédiments fossiles anciens, eh bien, on a une idée du climat de l'époque. On sait qu'un baobab ne va pousser, ne va s'épanouir que s'il y a une saisonnalité des précipitations très marquée, une certaine quantité de pluie et une certaine température, gamme de température. Donc, pourquoi j'étudie tout ça ? Moi, tout a commencé avec un certain problème, c'est que, depuis 200 ans, on croit que la bipédie, chez les ancêtres de la lignée humaine, est apparue parce que les forêts ont progressivement disparu. Lamarck a émis cette idée il y a plus de 200 ans, et en fait, elle paraissait tellement évidente à tout le monde qu'elle a été acceptée, sans pour autant qu'on ait d'évidence quant au paléo-environnement de ces premiers hommes, de ces premiers bipèdes. Donc, à partir des années 70, les palynologues ont commencé et d'autres micro-paléontologistes ont cherché des évidences. Et aujourd'hui, on peut commencer à apporter des preuves pour vérifier cette hypothèse de la savane. Est-ce qu'elle est encore valide ou est-ce qu'elle n'a jamais été valide ? Alors, quelle preuve a-t-on aujourd'hui de l'expansion des savanes depuis l'apparition des bipèdes ? Et quelle preuve a-t-on quant aux habitats occupés par ces premiers hominidés ? Et donc ça, c'est la question qui m'anime depuis plusieurs années et qui fait que j'ai participé au projet coordonné par Gilles sur le rôle du climat dans la dispersion des ancêtres de la lignée humaine. Alors, vous allez me dire, mais comment ça marche ? Comment on peut relier l'évolution de l'homme et les changements globaux ? Eh bien, en fait, si vous regardez, vous considérez le système terrestre et solaire, donc la Terre tourne autour du Soleil, mais elle ne tourne pas autour du Soleil toujours de la même façon. Parfois, elle est plus ou moins inclinée, l'ellipse est plus ou moins sphérique, et ceci a une influence sur la répartition de la chaleur sur Terre. Donc, ça va avoir une influence, ces changements orbitaux vont avoir une influence sur les températures terrestres, la quantité de CO2 atmosphérique, le régime des précipitations. Et bien sûr, en réponse à cela, la végétation change et les zones de végétation tropicale, tempérée, boréale se déplacent latitudinalement en fonction de la température et des précipitations. Donc, les changements orbitaux ont une influence importante sur l'aire de répartition et la productivité des plantes et de la végétation. Et ces changements d'aire de répartition et de productivité des plantes ont, eux, des effets sur l'aire de répartition des faunes et des habitats occupés par les herbivores, ceux qui broutent plutôt de l'herbe et ceux qui broutent plutôt, qui mangent plutôt des feuilles d'arbres. Et bien sûr, selon les herbivores présents à un endroit donné dans un écosystème, la pression des carnivores va aussi être différente et
le type de carnivore également. Les homininés sont considérés un petit peu à part dans la mesure où ils sont ni vraiment herbivores ni carnivores, mais que leur comportement a évolué. Mais la présence d'un certain type de végétation, de l'hétérogénéité de la végétation, va aussi ou a pu aussi avoir une influence importante sur l'évolution de l'homme et sa dispersion, dans la mesure où la végétation et les habitats qu'elle peut contenir va déterminer la disponibilité des ressources à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc, dans le projet ADOC, le but est de travailler donc, sur toute la période Miocène-Pliocène, donc à partir des derniers 11 000 ans, de l'Afrique à l'Asie, et de rassembler les évidences à partir des fossiles de plantes, quels sont les habitats ou les biomes et les climats passés, pour évaluer l'impact indirect du climat sur l'évolution de la lignée humaine. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci Doris. Maintenant, nous allons laisser la parole à vous, Frédéric Futot. Je rappelle que vous êtes paléoclimatologue et vous allez nous parler de comment est-ce que vous faites pour modéliser les climats du passé. L'idée, c'est on essaye de comprendre ce système climatique. Ce système climatique, si on le perturbe, il va évoluer, donc c'est des changements climatiques. Et ces changements climatiques, ils ont différentes origines. Et on a besoin, pour comprendre justement, pour comprendre dans le passé plus récent ou passé très lointain les causes de ces changements climatiques, on a besoin d'un outil qui permet de tester des scénarios pour voir quelles sont les causes, quels sont les mécanismes impliqués dans ces changements. Alors pour ça, donc on va prendre notre système climatique et on va essayer de le représenter sous forme d'une Terre modélisée, c'est-à-dire d'une Terre qui représente tous les processus sous forme de lois mathématiques. Donc on va regarder à représenter l'atmosphère sous cette forme de petite boîte, et puis chaque petite boîte de cette atmosphère va pouvoir définir des paramètres qui vont être la température, les précipitations, qui vont être les vents, par exemple. Donc, ils vont suivre des lois de la physique d'un fluide, de la physique du rayonnement, des lois de physique qui sont relativement bien connues. Donc, ça va nous permettre de calculer, si on change les conditions, si on modifie des paramètres, on va voir comment l'atmosphère est. De la même façon, l'océan va être représenté sous forme de petite boîte et avec des lois mathématiques, on va représenter la dynamique de cet océan. Et puis, de la même façon pour les sols, pour les surfaces, donc toutes les composantes vont être représentées, à l'exception de la calotte de glace, parce que les temps de réponse de ces systèmes sont beaucoup trop longs, on verra pourquoi, pour le modèle climatique. Donc, généralement, cette partie-là va être vite fixée dans le modèle. Vous voyez, comme l'atmosphère, ces petites boîtes, c'est évident que vous allez tout de suite me dire, mais ces petites boîtes qui ont une taille, disons, de 300 km par 200 km, un certain nombre de processus dans l'atmosphère qui sont importants, par exemple les nuages. On ne peut pas représenter un nuage qui a une taille de 300 par 200, donc il y a certains processus qui ne peuvent pas être expliqués sous forme de lois classiques et qui vont devoir être basés sur des relations, disons, des lois statistiques à cause d'une dimension trop petite par rapport à la taille des boîtes. Alors, voilà. Donc, ces modèles, finalement, qui ont été développés, ils ont été d'abord développés et testés sur le climat présent, validés par rapport à des observations que l'on a actuellement. Donc, on voit qu'ils représentent correctement les grands traits de la circulation atmosphérique, la circulation océanique et des températures, des précipitations, par exemple. On les a aussi utilisés largement pour le quaternaire, donc où il y a beaucoup de données, ce qui permet d'avoir une validation relativement intéressante. Et puis, ils vont être utilisés, bien sûr, pour le climat futur, mais aussi pour les climats passés beaucoup plus lointains. Ce que je vous présentais, c'est finalement des périodes relativement récentes, les quelques derniers 10, 20, 30, 40 derniers millions d'années, mais on peut le faire ça jusque des périodes beaucoup plus lointaines, avec des contraintes différentes et des problématiques différentes.
Alors évidemment, ces modèles, ça reste un modèle, donc ils sont imparfaits. C'est-à-dire que, par exemple, la représentation de certains processus qui sont petite échelle et qui ne peuvent pas être représentés explicitement est une des raisons de leur caractère imparfait. D'autres inconvénients, c'est qu'ils nécessitent une puissance de calcul importante pour toutes les simulations qu'on va vous présenter et toutes les simulations qui sont réalisées avec ces types de modèles. Ça nécessite ce qu'on appelle des supercalculateurs qui sont en gros l'équivalent de plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois la puissance de calcul d'un simple ordinateur de bureau. L'autre problématique, c'est étant donné que ça nécessite des temps de calcul très très importants, on ne peut pas faire des simulations extrêmement longues. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simuler l'évolution du climat sur 40 millions d'années, c'est impossible. On peut le faire sur quelques, disons, 5000 ans, 10 000 ans, mais au-delà, ce n'est plus possible à cause des temps de calcul qui sont extrêmement longs. Alors, si je veux passer à une modélisation du climat du passé, bon voilà, j'ai mon modèle et j'ai besoin ce modèle, comment il va me générer un climat passé, parce que je vais lui changer des conditions qui sont des conditions qu'on appelle des conditions limites. Par rapport à l'état actuel, qu'est-ce qui a changé si je vais dans le passé? Déjà, la géographie va évoluer. Si je me mets il y a 10, 20 ou 30 millions d'années, la géographie n'est pas la géographie actuelle, les positions des continents sont un petit peu différentes, les contours des côtes ne sont pas les mêmes, les reliefs ont changé, ils sont globalement pour l'essentiel plus bas qu'aujourd'hui. Les paramètres orbitaux ne sont pas forcément les paramètres orbitaux actuels. On peut vérifier qu'il y a des fluctuations, des changements de paramètres orbitaux, donc on va prendre une configuration orbitale qui va nous intéresser, qui peut être différente de l'actuelle. La chimie de l'atmosphère va évoluer, évidemment. Il y aura, par exemple, des quantités de CO2 dans l'atmosphère différentes dans le passé que celles qu'on observe actuellement. Les calottes de glace que l'on ne peut pas modéliser explicitement dans le modèle, on va devoir les reconstruire, c'est-à-dire évaluer leur volume dans le passé et prescrire cette quantité-là, prescrire cette calotte dans les conditions limites, comme conditions limites pour tester différents scénarios, pour tester un scénario qui nous intéresse. Pour le couvert végétal, on peut de deux façons, soit prescrire, figer le couvert végétal dans le modèle et regarder le climat, comment le climat répond au couvert végétal passé, ou alors le faire recalculer par le modèle, c'est aussi une solution. Je vais prendre un exemple. Donc, ça veut dire que si si je change toutes ces conditions limites-là, l'état d'équilibre climatique que je vais calculer par le modèle est censé représenter un état climatique passé. Pour ça, je dois m'en assurer en comparant à des données de température, des données mythologiques, des données, différents enregistrements qui sont disponibles en littérature, dans les données, qui permettent d'extraire une information qualitative de température, de précipitation, de climat, qui permet de voir si le modèle vient de calculer est juste ou alors complètement à côté. Prenons l'exemple des derniers 40 millions d'années, c'est la période qui nous intéresse ici, on va dire. Ça va être en gros, globalement, comme Gilles nous l'a montré tout à l'heure, en gros, ce qui se passe, c'est un refroidissement global qui se déroule depuis les 40-50 derniers millions d'années, avec quelques à-coups, quelques périodes où ça se réchauffe un petit peu, comme le milieu du Miocène, autour de 15 à 17 millions d'années, et puis des périodes où ça se dégrade franchement, comme, disons, les 15 derniers millions d'années. Associé à ça, qu'est-ce qu'on observe tout de suite? On observe qu'il y a des changements de pression partielle de CO2, c'est-à-dire le CO2 a évolué. Aujourd'hui, il est autour de 400 ppm. Si je remonte avant, au pré-industriel, il était 280 ppm, c'est-à-dire, disons, au 19e siècle. Et si je remonte dans le passé, je vais dans le passé directement lointain, autour de 15 millions d'années, il était autour de 300, avec une incertitude de plus ou moins 100, on va dire. Les données forcément sont associées à une incertitude. On voit que ça remonte de plus en plus. Si je remonte dans le passé, jusque par exemple l'Éocène, où là j'étais à peu près à 1000 ppm de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire en gros 3 fois la valeur actuelle.
Un exemple, voilà, je veux reconstruire le climat de la Terre il y a 17 millions d'années. Déjà, première chose, donc je sais que le CO2 a changé, je sais aussi que la géographie a changé. Comment je peux le voir? Ici, une carte du visage de la Terre il y a 17 millions d'années. Je peux simplement regarder sur l'Europe et l'Afrique. Je vois ce que Gilles nous a parlé tout à l'heure, ce dont Gilles nous a parlé tout à l'heure. La mer Méditerranée n'est pas complètement fermée, il y a un passage vers l'océan Indien. La mer Parathétis, c'est une grande mer bicontinentale qui couvre une partie de l'Asie centrale et de l'Europe de l'Est. Et puis, si je vais sur l'Afrique, les reliefs est-africains, ils sont beaucoup plus bas que les valeurs actuelles. Le rift est-africain n'est pas encore soulevé, il commence à se soulever par endroits, mais il est loin de sa configuration actuelle. Donc là, on change on reconstruit la géographie, et c'est cette géographie-là qu'on va imposer au modèle. Alors évidemment, comme le modèle est une résolution spatiale, la carte que vous voyez ici, qui est la carte qu'on a recalculée, qu'on a reconstruite, donne, une fois passé dans le passage dans le modèle, le modèle, lui, il ne représente tout ça que par des petites boîtes, et on voit tout de suite la résolution du modèle avec ses effets de maillage importants. Mais là, on voit quand même qu'on a une résolution qui est suffisante pour capturer, disons, les grands traits des reliefs et les grandes zones continentales et les zones épicontinentales. Si je fais simplement un petit panel de 4 expériences qu'on a menées pour vous montrer un peu comment la température de surface en moyenne annuelle évolue, si je me place il y a 40 millions d'années, je regarde simplement, j'ai zoomé simplement en regardant que l'Afrique, l'Europe et une partie de l'Asie. Je vois qu'il y a 40 millions d'années, la géographie est très différente, il y a encore des passages larges océaniques entre Atlantique et l'océan Indien, et beaucoup plus de CO2, ce qui se traduit par une température globalement plus élevée dans les tropiques. L'Afrique est nettement plus chaude à cette époque-là, et globalement, la température va être à peu près d'une dizaine de degrés plus chaude qu'aujourd'hui. Si je me mets après vers 17 millions d'années, je vois que la géographie a évolué, c'est celle que je viens de vous présenter juste avant. Les températures restent élevées, la quantité de CO2 est ici de l'ordre de 800 ppm de CO2, donc par rapport à aujourd'hui, c'est 2 fois la valeur. Je commence à voir des zones qui se refroidissent ici, ça c'est le plateau tibétain qui se soulève, et je vois que quand même, globalement, j'ai encore des températures relativement élevées sur tout le bassin, toute l'Europe du sud, même l'Europe autour de la Parathétis, donc des températures qui sont quand même relativement élevées, autour d'une vingtaine de degrés en moyenne annuelle, ce qui est beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je passe à 14 millions d'années, la géographie a changé. Un point important du changement, c'est le passage qui se ferme entre Méditerranée et océan Indien, donc cette partie-là devient exondée et donc il y a des passages possibles, c'est un pont continental possible. Et puis je commence la pression partielle de CO2 a diminué, donc la température va chuter encore. Dernière carte ici, c'est non pas l'actuel, mais le pré-industriel, c'est-à-dire une période qui correspond en gros au 19e siècle, où la pression partielle de CO2 est de l'ordre de 280 ppm de CO2. Et là, je vois que mon continent africain, évidemment, s'est refroidi. Cette partie, l'Afrique de l'Est, est aussi un peu plus froide parce que les reliefs sont plus élevés qu'à 14 millions d'années, et que l'Europe, l'Eurasie de manière générale, s'est refroidie. Juste pour vous montrer les mêmes choses en termes de précipitation, évidemment, qu'est-ce qui va changer? C'est les moussons, particulièrement en Afrique et en Asie. Si la mousson en Asie, les précipitations en Asie ont tendance à s'intensifier depuis 17 millions d'années, ou depuis, disons, 17 millions d'années, ça, c'est la mousson en Asie qui se renforce. Par contre, sur l'Afrique, on voit que l'Afrique perd beaucoup de précipitations,
les quantités de précipitations étaient beaucoup plus fortes si je remonte dans le passé, plus fortes parce qu'il faisait plus chaud, plus fortes parce que la géographie était différente et les circulations atmosphériques étaient différentes. Et puis petit à petit, la situation va s'assécher, le désert va se mettre en place en Afrique du Nord, sur le Sahara. Alors évidemment, ça, c'est une condition, dans une condition avec des paramètres orbitaux actuels. Si on les fait changer, on peut avoir des modulations de cette situation. Voilà, donc voilà le travail qui est mené pour essayer de participer à ce projet, pour comprendre les mécanismes qui sont impliqués quand on a des changements de relief, des changements de géographie, des changements de CO2, des changements des paramètres orbitaux, voir comment le système climatique répond et essayer de participer donc à comprendre comment le climat va influencer et participer à la dispersion des hominidés dans l'histoire du Cénozoïque. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Dernière présentation avec vous, William Banks. Je rappelle que vous êtes archéologue et préhistorien, et vous allez nous présenter votre partie qui repose sur la reconstruction de l'évolution des niches écologiques. À vous, Will. Oui, c'est ça, merci. Donc, comme vous avez vu et vous avez bien sûr compris, et comme les autres ont déjà expliqué, nous voudrions savoir si et de quelle manière le climat a influencé la distribution et la dispersion des hominoïdes ou nos ancêtres. Et donc, cette tâche, c'est une tâche très, très difficile parce que ce que nous avons la plupart du temps sont des données paléoclimatiques, comme Doris a démontré, qui sont très isolées ou très locales et très éloignées d'un local à un autre. Et donc, avec ces données et avec ces données ou ces registres assez, assez dispersés, c'est assez difficile de comprendre la niche d'une espèce dans sa globalité. Et donc, on est confronté avec le problème comment on peut comprendre vraiment la niche ou parfois ça s'appelle une enveloppe climatique d'une population, une espèce du passé. Une solution que nous avons, c'est de reconstruire les niches écologiques du passé avec des méthodes développées en écologie. Et ces méthodes, ça s'appelle la modélisation de niches écologiques. Et donc, avec ces méthodes que je vais présenter un petit peu, ou très brièvement, on peut reconstruire ou estimer une niche pour des périodes très anciennes ou très éloignées du présent. Et donc, comment on fait ça pour les périodes anciennes? Et donc, comme Frédéric vous a très bien démontré, une solution que nous avons pour surmonter ce problème des registres très locaux et parfois assez isolés, c'est de travailler avec des solutions ou des simulations paléoclimatiques régionales ou parfois pour une partie du globe à haute résolution. Donc, il a expliqué comment ces simulations paléoclimatiques sont faites et c'est à partir de ces données que pour la modélisation de niches écologiques, nous obtenons nos données environnementales. Et donc, ça veut dire qu'on peut travailler avec des données climatiques. Il y a aussi des méthodes pour, à la base de ces données ou ces sorties de variables climatiques, qu'on peut simuler ou estimer la végétation aussi des périodes anciennes. Et c'est à partir de ces données et aussi les données d'occurrence, ça veut dire les points sur la carte où nous avons trouvé ou reconnu la présence d'une espèce ancienne, qu'on peut, avec les algorithmes prédictifs ou des architectures prédictives, qu'on peut estimer une niche du passé. Donc, ce que j'essaie de montrer avec cette diapo, c'est que ici à gauche, vous voyez chaque
couches environnementales et donc chaque couche peut représenter une variable qui sort de ces simulations paléoclimatiques, par exemple précipitation annuelle, température annuelle, température du mois le plus froid, etc. Et peut-être aussi des simulations de présence de biomasse, de productivité, etc. Et aussi, on a toutes les localités, les coordonnées géographiques où nous avons reconnu la présence d'une espèce ancienne. Et ces algorithmes, il y en a plusieurs, ils fonctionnent un peu différemment chacun, mais en gros, ce qu'ils font, c'est de regarder tous les paramètres écologiques associés à chaque point géographique, on comprend les relations entre ces paramètres et on peut trouver d'autres localités où on n'a pas des points d'occurrence où ces mêmes paramètres existent. Et donc, dans un premier temps, on peut, comme vous voyez ici en haut à droite, on peut reconstituer ou estimer une enveloppe, la niche comme une enveloppe dans un espace environnemental. On peut comparer la différence entre ces deux niches ou ces deux enveloppes pour comprendre comment deux niches de deux espèces ou de deux populations différentes se différencient. Et ce qu'on peut faire après, c'est qu'on peut prendre une de ces enveloppes de niche dans un espace environnemental et la projeter sur une carte pour comprendre la distribution géographique de cette niche reconstruite ou estimée. Et donc ici, vous voyez en bas une projection géographique d'une niche donnée et les couleurs rouges foncées montrent que il y a une très haute probabilité de la présence de la niche dans ces endroits et où c'est jaune, ça veut dire qu'on a moins de probabilité que cette niche est présente dans ces endroits. Et là où c'est blanc, ça veut dire que la niche n'existe pas dans ces locaux. Et donc, tout ça, c'est très important de regarder la dispersion d'une niche d'une manière géographique, mais aussi c'est très important d'être capable d'envisager la niche dans les dimensions purement environnementales pour le comprendre et aussi la comparer avec d'autres niches. Une autre chose qu'on peut faire qui est une autre capacité que nous avons qui est très importante, c'est cette capacité de projeter une niche estimée dans une période et de le projeter sur les conditions climatiques ou environnementales d'une deuxième période. Et on a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser pour comprendre comment la niche a changé au cours du temps ou entre deux périodes. On peut évaluer si la niche a été conservée, ça veut dire elle a resté inchangée, ou on peut quand même comprendre si elle s'est élargie ou se contractée. Et tout ça est très important pour essayer de comprendre le rôle du climat au cours du temps, parce qu'on sait que le climat a changé, et donc on peut tracer l'évolution d'une niche pour des espèces au cours du temps avec ces méthodes de projection de niche d'une période à une autre. Comme c'était dit tout à l'heure, moi je suis préhistorien et donc je voulais juste vous montrer ce que je fais normalement dans mes recherches, et moi je m'intéresse sur comment les changements climatiques ou l'évolution climatique du passé ont influencé les adaptations et les comportements, les technologies et aussi les distributions des populations humaines ou des cultures archéologiques. Et donc ici, cette diapo vous montre une étude que nous avons faite pour l'Afrique du Sud, où on a regardé les changements culturels
et aussi les changements de niche entre 72 000 ans et 60 000 ans. Et nous avons démontré qu'il y a eu une expansion de la niche entre ces deux périodes et nous avons interprété les changements technologiques et culturels que nous voyons dans le registre archéologique dans le contexte de cette expansion de la niche écologique. Le projet ADOC m'a donné l'opportunité de m'intéresser pour des périodes plus anciennes et très, très différentes que les périodes dans lesquelles je travaille normalement, et aussi de regarder des populations de homonoïdes et de nos ancêtres avant vraiment le développement du culture. Et donc là, on a une opportunité de regarder comment les espèces homonoïdes ont été potentiellement influencées par les changements climatiques avec les mêmes méthodes. Et donc, ça montre que ces méthodes sont vraiment très transdisciplinaires et peuvent être utilisées en archéologie, mais aussi en paléontologie. Et donc, plus spécifiquement, comme Gilles a parlé un petit peu de l'Afrique et les changements qu'on voit avec nos ancêtres plus proches, entre 3 millions et 2 millions d'années, dans le projet ADOC, nous avons fait une étude sur les estimations de niche de ces espèces australopithèques entre 3 et 2 millions d'années. Et nous avons, comme Gilles a expliqué, que nous avons vu qu'il y avait une niche qui s'est répandue vers l'ouest, mais aussi plus important, on voit qu'il y a une sorte de discontinuité entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud. Et donc là, on voit que pendant certaines périodes, sûrement, il y avait des possibilités de se disperser entre ces deux régions, mais aussi on sait que l'évolution de ces espèces, de ces homininés, ont été influencées aussi par une sorte de cassure de la niche et une isolation des niches différentes. Et une autre chose sur laquelle on travaille actuellement, et on vient juste de commencer dans le projet, c'est un peu retardé par la première vague de COVID, peut-être retardé une deuxième fois ou ralenti un peu une deuxième fois, mais on y travaille actuellement. C'est de regarder les niches ou de commencer à regarder les niches écologiques des grandes faunes mammifères du Miocène. Et donc ici, je vous montre deux cartes pour l'Europe et aussi pour l'Asie à 17 millions d'années et 14 millions d'années. Et comment les géographies de ces grandes faunes mammifères se sont différenciées au cours du temps. Et donc, ce travail-là nous aidera à identifier les grandes frontières écologiques ou potentielles frontières écologiques et qui ont servi comme barrière, mais aussi comme zone que les homonoïdes ont pu rencontrer pour se disperser ou pas entre les deux continents. Et nous cherchons aussi un moyen d'intégrer les résultats sur ces mammifères et comment on peut les intégrer dans la modélisation de niches écologiques pour les homonoïdes, comment on peut faire les deux ensemble, comment on peut comparer les deux, etc., pour qu'on puisse mieux comprendre les dispersions des homonoïdes. Et donc, c'est très important de souligner que là, avec ces méthodes, on a la possibilité d'évaluer si et comment, de quelle manière le climat a influencé nos ancêtres, mais aussi il y a la possibilité, peut-être qu'on va voir que pendant certaines périodes, le climat n'a pas joué un rôle très, très important. Et donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça pourrait nous indiquer que pendant certaines périodes,
nous devrions chercher ou nous devrions enquêter sur d'autres possibilités parce qu'on peut écarter l'influence du climat. Et donc, voici un rapide survol de ma partie du projet. Et je vous remercie. Merci, Will, pour votre présentation. Merci à l'ensemble des chercheurs pour vos présentations respectives, où on a bien vu l'importance qu'il y a à mutualiser les connaissances, les spécialités de chacun, que ce soit pour le registre fossile, le registre paléo-environnementaliste, ou même pour la modélisation des climats du passé. Alors maintenant, nous allons passer à la table ronde et nous intéresser principalement comment est-ce que vous faites, vous, chercheurs, pour travailler ensemble, le tout en liant différentes disciplines. Et puis également dans le chat YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions, nous les poserons aux chercheurs juste après. Alors, ma première question, qui s'adressera peut-être d'abord à vous, Gilles, puisque c'est vous qui avez parlé de la présentation d'ADOC. Un tel projet, il se déroule sur combien d'années? Depuis quand est-ce que vous travaillez dessus? Jusqu'à quand? Et à quelle étape du projet est-ce que vous vous situez? Alors, d'abord, en fait, quand on fait de la recherche, on est amené à rencontrer des gens. Donc moi, même avant d'écrire la première ligne d'ADOC, je connaissais déjà Will, je connaissais déjà Doris, et je connaissais pas mal de gens au laboratoire de Poitiers qui travaillent sur les primates. Et puis après, on a commencé à se rendre compte que voilà, il y avait certaines questions qu'on pouvait peut-être résoudre, ou au moins sur lesquelles on pouvait avancer en étant tous ensemble. Et donc, on a commencé à rédiger un premier projet ANR et on l'a soumis. Et la première fois, on n'a rien eu. Et donc là, on a resoumis encore une fois et on n'a pas été subventionné. Et alors là, en fait, bien, c'est là qu'on voit que les liens entre les chercheurs sont importants, c'est qu'on ne s'est pas du tout démotivé et on a continué à soumettre notre projet qui a fini à la 3e ou la 4e fois par être financé. Donc, c'est dire que des projets comme ça qui lient des équipes, c'est un peu des projets qui dépendent de deux choses. D'abord, la maturation, la maturité des communautés, parce qu'il y a des fois où vous sentez bien que vous pouvez faire quelque chose, mais vous n'avez pas encore les outils qui vous permettent de le faire. Donc là, on sentait qu'on avait les outils qui permettaient de le faire, mais il nous fallait des financements pour pouvoir bosser ensemble. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, et je dirais qu'on a mis à peu près 3 ans à se faire financer, et là, on est dans la 3e année, on commence la 3e année de notre financement qui va durer 4 ans. Et donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir avancer sur les 2 thématiques que je vous ai indiquées. Et donc, en fait, comment ça se passe pour être très, très rapide? Donc, on se met ensemble, on partage nos outils et nos compétences qui sont complémentaires. Vous avez vu un peu comment, en quoi elles sont complémentaires. Hein. J'insiste juste sur un point. Par exemple, quand Doris parle des phytolithes et des pollens, a priori, quand Frédéric fait des simulations numériques du mid-Miocène et qu'il arrive à des climats, on n'a pas utilisé les données de Doris. Les données de Doris, on les utilise comme validation de nos sorties de modèles. Et on utilise aussi nos sorties de modèles pour contraindre des modèles de niche qui vont nous permettre de dire où et comment se sont dispersés les ancêtres. Donc voilà, tout ça, c'est très complémentaire. Et après, eh ben, y a la vie propre de la recherche, c'est-à-dire que Will a commencé à montrer des résultats qu'on a sur le Pliocène, où effectivement, on est capable de montrer qu'en fonction des variations orbitales, on a ou pas des liens entre différentes communautés, et on espère faire la même chose au Miocène. Et je pense que ça prendra encore des années. C'est-à-dire que ces recherches-là, il y a des limites aussi, dont Doris a un peu parlé, et dont Frédéric aussi a parlé, et qui font que, comme disait Will, il y a des moments où on va se dire, tiens, le climat n'a pas joué. Mais est-ce que c'est vraiment le climat ou est-ce que c'est notre myopie climatique? Alors, par exemple, dans les modèles, on ne voit pas des oasis, on ne voit pas des régions qui sont relativement petites et autour desquelles les hominidés peuvent se retrouver parce qu'ils ont de l'eau. Et on voit bien que autant les forêts tropicales sont très importantes pour les grands singes, autant l'aridification et la façon dont le modèle montre cette aridification, qui est un peu frustre, puisqu'il a une hétérogénéité, enfin, il a une résolution spatiale qui ne lui permet pas forcément de voir les points d'eau. Donc tout ça, c'est de la recherche en cours et en train de se faire. Et donc, au fur et à mesure, quand vous avancez, vous voyez bien que votre outil vous permet de répondre à des questions et peut-être même à d'autres questions.
Et peut-être qu'il y aura d'autres projets ANR qui seront la suite de ce projet-là. Mais ce projet-là, il va encore durer 2 ans, bon, avec le Covid, sans doute 2 ans et demi. Et sur ce projet, les gens qui travaillent, c'est nous, et aussi, bien sûr, et c'est très important, des postdocs. Donc, il y a 2 postdocs dans ce projet. Une qui s'appelle Camille Contou, qui a fait des simulations numériques au Miocène, et un autre qui s'appelle Corentin Gilbert, qui est en train de travailler avec Will pour voir justement les modèles de niche et les niches de mammifères. Donc, tout ce travail-là est vraiment un travail à la fois d'équipe avec des gens qui sont permanents, qui sont ceux que vous avez vus, et des gens qui sont post-doc. J'espère qu'on fera d'autres conférences à la fin du projet pour montrer nos résultats. Et là, ce seront surtout les post-docs qui parleront. Eh bien, est-ce qu'une autre personne veut compléter la réponse de Gilles? Pas. Ou j'ai une autre question. Justement, comme vos 4 laboratoires sont concernés, qu'ils se soient à Gif-sur-Yvette, à Poitiers, à Bordeaux et à Aix, en Provence, comment est-ce que vous faites pour mutualiser vos résultats de recherche? Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre ou pas, avec cette expression de chef d'orchestre entre guillemets? Comment est-ce qu'il y a un laboratoire qui prend un peu le rôle de chef, de leader? On va laisser les 3 présentateurs répondre. On va tous dire en chœur que c'est toi, Gilles, le chef. En fait, c'est comme ça. Il y a un peu un chef d'orchestre, mais non, en réalité, il y a un chef d'orchestre pour faire le projet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on se mette tous d'accord pour faire un projet qui est le plus cohérent possible, parce que c'est très sélectif. Je rappelle que le pourcentage de projets ANR qui passent est de l'ordre de 12%. Oui, 12%. Et donc, voilà, on essaie de faire le projet. Et ensuite, une fois que le projet a été acquis, les budgets vont dans chacun des départements. Et puis, les gens travaillent. Par exemple, les gens de Poitiers travaillent sur des données qu'ils ont ramenées récemment du Myanmar. Les gens du CEREJ travaillent sur, comme Doris l'a montré, sur des pollens, des carottes marines ou des carottes continentales. Les modélisateurs comme Fred et moi, on travaille sur les simulations numériques. Et puis, de temps en temps, tous les 2-3 mois, on se rejoint et on dit, voilà, où on en est, comment ça a avancé, et on se met les uns et les autres au courant de ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que le chef d'orchestre, il est surtout important au début pour la cohérence du projet. Il est important ensuite pour faire des réunions, mais après, le travail se fait beaucoup dans les équipes. Par exemple, je pense que Fred pourrait intervenir très facilement parce qu'une des données essentielles, c'est quand même la paléogéographie. Et il a bien montré que pour ces périodes-là qui sont lointaines, les continents ont bougé, les chaînes de montagnes ont bougé, il y a un certain nombre d'incertitudes. Alors, comment on fait avec ces incertitudes? On fait des expériences de sensibilité, c'est-à-dire que s'il y a un domaine, un paramètre sur lequel on n'est pas très sûr, on dit on va faire plusieurs expériences en bougeant ce paramètre pour voir s'il a un impact sur le climat. Mais comme Fred l'a dit, comme c'est des expériences très longues, on ne peut pas faire une infinité d'expériences. Et aussi, j'ajouterais que, bien sûr, il y a un chef d'orchestre, mais aussi il y a de la communication en permanence entre les équipes et les personnes impliquées dans le projet. Et donc, tout ça, c'est facilité avec mail, avec visio, etc. Et donc, par exemple, je sais que Corentin Gilbert, notre postdoc actuel, il est en permanence en communication avec Frédéric, avec Gilles, avec Camille, l'ancien postdoc, avec Doris. Et donc, comme Gilles a dit, chaque équipe fait son propre travail, mais ce travail n'est pas fait d'une manière isolée. Il y a une sorte de communication permanente. Il y a aussi une synergie à la fin parce que lorsque les postdocs ou nous-mêmes, on écrit des papiers, on rediscute des papiers de la force, de la faiblesse. Et donc, c'est vraiment dans toute l'élaboration du processus qu'il y a des moments de solitude, quand on trie les pollens, quand on fait des simulations numériques qui ne marchent pas, il y a des moments de solitude. Mais après, lorsqu'on a enfin convergé et qu'on commence à écrire, on rediscute ensemble. Et dans ces parties-là, il y a vraiment la force de la pluridisciplinarité, c'est d'être capable de rendre compte de façon très cohérente d'un certain nombre de choses. Et évidemment, ça se heurte des fois à des contradictions
où Doris peut dire, bah non, là, je ne crois pas du tout, vous avez raison, regardez ce que j'ai, moi. Et donc, il y a des contradictions qui sont levées et qu'on essaie de résoudre. Alors, en particulier pour la modélisation climatique, c'est comme Gilles l'expliquait, on a besoin déjà de discuter en amont pour les reconstructions que l'on fait, avec les incertitudes que l'on a sur certains points. Et puis, une fois pour la validation, confronter les simulations réalisées aux données. Donc là, de nouveau, alors, on va chercher dans la littérature des données, mais on va aussi chercher à travers nos collègues de ce projet à valider dans leur domaine d'expertise et sur les régions où ils sont les plus calés, à nous aider à valider, à vérifier si c'est complètement faux. Et si c'est complètement faux, là, on se pose deux questions. Soit le modèle, il ne sait pas faire, mais le modèle, il a été validé d'autres périodes. Donc, a priori, il marche, il fonctionne, il donne des grands traits. Mais ça veut dire aussi peut-être que ce qu'on a fait, ce qu'on a mis comme condition initiale dans le modèle, la paléographie, par exemple, la quantité de CO2 ou d'autres paramètres, ne sont pas les bons paramètres. Donc là, on recommence, si on a du temps de calcul, on recommence à se poser des questions et revoir un peu notre copie pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Donc ça permet de voir, c'est un aller-retour toujours entre les collègues des données, le modèle, c'est un aller-retour permanent. D'accord, très bien. Doris, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi je voulais dire qu'à ce propos-là, donc du coup cet échange entre modélisateurs qui voient les choses en grand et de haut, et nous, les gens des données qui avons le nez sur les sédiments et donc voyons les choses avec une autre perspective parce que nos données, elles vont avoir une portée spatiale beaucoup moins grande que ce que les modélisateurs aimeraient avoir pour pouvoir comparer. Donc, on a quand même un problème à ce niveau-là et parfois, on a du mal à je ne sais pas si je m'exprime bien, à avoir des choses comparables. Les données qu'on va fournir au niveau de la végétation, par exemple, des fois, elles représentent la végétation locale, comme Gilles disait, les oasis, par exemple, ça va être très bien marqué par les pollens ou les phytolithes. Par contre, ça occupe tellement peu d'espace dans le paysage que les modèles qui simulent le climat sur des cellules qui font plusieurs centaines de kilomètres de latitude et de longitude, ne vont pas voir du tout. Donc là, on est encore un peu bloqué par rapport à la descente d'échelle pour qu'il y ait une compréhension, il y ait une cohérence entre les modèles et les données. Je ne sais pas si je m'exprime bien, Gilles et Frédéric. Ouais, c'est exactement ça. En fait, nous c'est un peu comme si on était très myope, c'est-à-dire on a comme Frédéric a bien montré, des grilles de 200, 250 km de côté. Après, on fait une nouvelle analyse avec un modèle purement atmosphérique et on descend à 50 km de côté, mais ça reste quand même de grosses grilles. Et pourquoi on descend en échelle? Pour pouvoir parler aux gens des modèles de niche, parce que les gens des modèles de niche ont besoin d'avoir une résolution spatiale suffisante pour commencer à travailler. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ce que fait Fred, le Paléomag aide beaucoup les gens, parce que des modèles comme moi, parce qu'ils permettent de placer correctement les continents. Donc ça, on a une image à peu près bonne de la distribution continent-océan, là où il y a vraiment beaucoup d'incertitudes, en fait, parce que c'est très difficile à reproduire, c'est la hauteur des chaînes de montagnes. Et ça nous oblige parfois à faire des simulations de sensibilité où on donne, là, par exemple, au Tibet et à l'Himalaya, des hauteurs qu'on fait varier nous-mêmes pour voir en quoi elles impactent le climat, parce que justement, l'histoire des chaînes de montagne, malheureusement, c'est quelque chose qui est très difficile. On arrive à bien reproduire, comme Doris l'a montré, des températures, des précipitations à partir, par exemple, des pollens ou des phytolithes, mais les hauteurs de chaînes de montagne, c'est très difficile. Donc, il y a quand même des limites inhérentes à nos conditions aux limites, comme disait Frédéric, qui font qu'on n'est pas complètement sûr. Et pour essayer de combattre cette incertitude, on fait ce qu'on appelle, ce que Frédéric a expliqué aussi, des expériences de sensibilité pour se dire, tiens, si ça faisait 1000 mètres de moins, est-ce que ça impacterait vraiment? Et si ça impacte vraiment, ça veut dire que votre modèle, s'il ne connaît pas ça, il va toujours vous donner des résultats qui sont plus ou moins incertains. Et donc, il faut être aussi au courant des faiblesses de nos modèles ou de nos conditions limites.
D'accord, très bien. Ma deuxième question, mais je pense que Doris l'a déjà un petit peu abordée, c'était de voir quels sont les intérêts, les avantages à travailler avec des chercheurs qui ne sont pas de votre discipline pour combiner justement les savoirs. Et est-ce que parfois il y a des problèmes, des incompréhensions, parce que justement vous ne travaillez pas sur la même chose et que un manque de données ou parce que vous êtes à trop large échelle, trop petite, est-ce qu'il y a plus d'avantages? Il semblerait qu'il y ait plus d'avantages, mais si vous pouvez en dire un peu plus, les avantages à travailler ensemble, mais aussi les inconvénients qui incombent un peu à cette relation, à ce travail multidisciplinaire. Moi, je dirais, ou Doris, tu voulais parler ou moi? Non, Moi, je dirais qu'il y a plus d'avantages parce que, comme Doris a dit, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas ou parfois c'est clair qu'on est en train de parler des langues différentes, les langues scientifiques différentes. Mais on est par nature très curieux et aussi on se rend compte qu'il y a des informations, des données, des approches, des méthodes qui appartiennent plutôt à une autre discipline qui pourraient être très, très utiles pour la nôtre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très enrichissant avec le projet ADOC, c'est que moi, je travaillais déjà avec les simulations paléoclimatiques, moins avec des données paléonologiques un peu, mais on voit le potentiel de toutes ces autres informations et comment on peut les intégrer dans les autres recherches qu'on fait. Ouais, je peux te donner un petit exemple de ça, c'est vieux, hein. C'est quand Frédéric Fluteau faisait sa thèse, à l'époque, la grande mode, c'était d'essayer de reproduire ce qu'on n'arrivait pas à faire, la hauteur du plateau tibétain et de l'Himalaya pour regarder leur impact sur les moussons. Et puis quand on est allé discuter avec des gens de l'IPG, Marcou et Ricou, Gilles, on vous a perdu. pour dire leur nom, ils nous ont dit, ça, dans ce climat, vous feriez bien de vous y intéresser. Et franchement, ça a été le début d'un travail qui a été très fécond. Parce que justement, quand les modélateurs climatiques restent dans leur domaine, dans leur petit domaine, ils n'ont pas forcément l'idée de ce qui est déterminant. Parce que, ils se battent pour savoir si l'Himalaya et le Tibetan Plateau, ils avaient 2000, 3000 ou 4000 mètres il y a 10 millions d'années. Mais on n'en sait rien. Par contre, l'effet d'une immense mer, comme ils l'ont tout de suite vu, et là, on a commencé à regarder tout ce qui avait été fait sur la Parafétis, et Fred a fait plein de simulations pour regarder l'impact que ça avait. Et ça, c'est vraiment un résultat de la confrontation des idées. Et ça m'est arrivé plein de fois dans ma carrière, en montrant des résultats à d'autres communautés, que les gens disent « mais ça, vous ne l'avez pas regardé ». Alors qu'effectivement, ça, c'est un truc auquel on n'avait pas vraiment pensé. Et donc, la rencontre des communautés, quand on a des outils qui sont pertinents, parce que des fois, on veut travailler ensemble, mais les outils ne sont pas encore là. Et donc là, il faut attendre. Mais là, c'est avec les modèles de niche, d'une part, les modèles climatiques, d'autre part, et puis la reconstruction des paléo-environnements des faunes et des flores côté Doris et des faunes côté Olga. Voilà, c'est ça, Corentin Gilbert, tout ça, on arrive quand même à avoir un certain nombre de contraintes sur nos modèles et à voir si on réussit à capturer quelque chose des changements climatiques, d'une part, et d'autre part, que si ces changements climatiques ont-ils vraiment fait quoi que ce soit à la dispersion des idées. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous prête, pour les gens qui nous écoutent, qui pensent qu'on est d'horribles déterministes, c'est-à-dire qu'on croit que le climat pilote tout. Non, il y a des moments, certainement, où le climat était important, et des moments, comme Frédéric l'a dit, ou Will aussi, où il a été moins important. Très bien. Et donc, à terme, quelle production au pluriel est-ce que vous envisagez pour ADOC? Est-ce que ce sera des cartes de modélisation ou des modélisations climatiques? Comment est-ce que vous comptez rendre compte de vos recherches à la fois dans la communauté scientifique et peut-être aussi élargir au grand public avec potentiellement des livres? Je ne sais pas, je vous pose la question. Ce qu'on a dit qu'on faisait à travers le projet ANR, c'est au moins produire des cartes pour différentes périodes de référence du Miocène et du Pliocène. Et ces cartes sont à la fois des paléogéographies, donc des cartes qui montrent quelles sont les paléogéographies qu'on a utilisées, et qui montrent également
les principaux résultats climatiques qu'on a. Et donc, on a 5 périodes de référence. Et pour ces périodes de référence-là, si vous travaillez et que vous n'êtes pas dans Haddock et que vous voulez savoir quels sont le climat et la paléogéographie qui a été utilisée dans Haddock pour vous en servir, ces données-là, elles seront, après publication, elles seront publiques. C'est-à-dire que des gens qui travaillent sur le Miocène ou le Pliocène en Asie, qui veulent savoir quels sont les résultats de modèles pour comparer, si par exemple ces résultats sont acquis dans 2 ans, ils pourront accéder à nos sorties de modèles et regarder si nos sorties de modèles sont pertinentes ou pas par rapport à ce qu'ils font. Donc, il y a cet aspect de dissémination à la fois des résultats climatiques, des résultats de modèles de niche et des reconstructions paléogéographiques. Donc, en fait, on va vers le fait de donner à la communauté. Et c'est très important parce que malheureusement, les Américains sont meilleurs souvent là-dessus que nous. Et par exemple, quelqu'un qui s'appelle Scotez a mis assez vite à la disposition de la communauté des paléogéographies qui sont plus ou moins bonnes. Et c'est celle-là qu'on utilise parce que c'est celle-là que beaucoup de gens utilisent parce qu'elles sont disponibles. Donc, c'est très important à la fin d'un projet de rendre disponibles des connaissances et des bases de données pour participer à l'effort commun. D'accord, très bien. Un complément pour l'un ou l'une d'entre vous? Non. Il y aura des livres, il y aura des articles scientifiques sûrement dans plusieurs disciplines, mais peut-être des livres, on ne sait pas, un livre, on verra. Ben. J'aimerais bien en fait plus pouvoir communiquer au niveau des enfants en fait, de toucher une tranche d'âge parce que le climat c'est quelque chose qu'ils entendent parler, mais pour l'instant les enseignements reçus en école primaire sur le climat, je pense que il n'y en a pas. Et au collège, je vois du côté de mon fils qui est en 4e, pour l'instant il n'y en a pas eu non plus. Donc je pense que là, on ne peut plus y échapper et il faut qu'au niveau des jeunes générations, il y ait une communication qui se fasse. Donc, c'est assez parlant de parler de l'évolution de la lignée humaine et de son influence et de sa relation avec le climat ou pas. Et je pense qu'on pourrait essayer de s'orienter vers ça aussi. Très bien, on a hâte de lire ça alors dans un futur plus ou moins proche. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions. Alors, on va passer aux questions. Je tiens à remercier Lucas Nejus qui a été notre intermédiaire entre le chat YouTube où les questions étaient posées et nous. Alors, une première question pour vous, Doris, c'est est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur la théorie de Yves Coppens? Est-elle en lien avec la théorie de Lamarck? La théorie de Yves Coppens qui était la West Side Story, ou East Side Story plutôt, que l'évolution de l'homme moderne s'est faite à l'est de l'Afrique plutôt qu'ailleurs, et la relation avec Lamarck qui est la théorie de Lamarck, l'hypothèse émise par Lamarck était que les hommes, les premiers hommes se sont mis debout et ont adopté la marche sur leurs 2 pattes plutôt que sur 4, parce que les forêts ont progressivement disparu et que les savanes ont pris de plus en plus d'espace en Afrique. Les 2 théories ne sont pas contradictoires, elles vont dans le même sens puisque l'Afrique de l'Est s'est aridifiée depuis 11 millions d'années. Donc, quand on pense à aridification, on pense à rétrécissement ou des forêts, enfin, elles occupent moins d'espace. En fait, les choses sont plus compliquées que ça, puisque maintenant on sait qu'en Afrique de l'Est, depuis au moins 11 millions d'années, les savanes, mais pas des savanes forcément riches en graminées, mais des savanes riches en arbustes qui sont très adaptées à des conditions arides et à de la sécheresse et à une très forte saisonnalité des précipitations sont présentes en Afrique de l'Est depuis 10 millions d'années. Donc, ce n'est pas vraiment les savanes qu'on connaît peut-être aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On l'espère en tout cas.
si je peux rajouter juste une petite chose, Oui. on avait avec un étudiant qui est maintenant plus âgé, on avait regardé l'impact du rift africain, de la surrection du rift africain sur le climat, justement, et sur la végétation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile d'avoir des histoires du rift, au sens où on fait une courbe avec le temps et puis la hauteur du rift. Ça, c'est très difficile à avoir. Mais l'avantage des modèles, c'est que les modèles permettent de faire des tests à différentes hauteurs. Et on avait montré comme ça, en couplant un modèle climatique et un modèle de végétation, qu'en effet, au fur et à mesure que le rift montait, la partie est-africaine s'aridifiait et qu'on passait, comme disait exactement Doris, d'un climat où on avait des forêts à un climat où il y avait plutôt une mosaïque avec des arbres de ci, de là. Et moi, et ça c'est un peu personnel, c'est-à-dire que moi je pense que les changements climatiques sur les hommes ou les ancêtres de l'homme ont peut-être fait découvrir à plusieurs, enfin, fait évoluer à plusieurs reprises sur la bipédie. Il n'y a pas un système Internet aujourd'hui qui rend les choses assez vite universelles. Il n'y avait pas ça. Donc je pense que suivant différentes régions et différentes contraintes climatiques, il a pu se faire que la bipédie soit inventée plusieurs fois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la bipédie, elle n'a pas été inventée une fois il y a 3 millions d'années à cause de la ridification de l'Afrique de l'Est, vu qu'il y avait des bipèdes ailleurs et avant. Donc voilà, il y a cet antagonisme-là qui fait que sans doute la bipédie a dû être liée à chaque fois à des contraintes climatiques qui ont obligé les populations à faire face et donc, dans ce cas-là, à marcher. Et aussi, c'est important de souligner que l'évolution n'est pas intentionnelle, comme a dit Lamarck. Et donc, tout ce qu'on voit avec le bipédie, c'est un caractéristique ou une adaptation qui était mieux adaptée aux environnements ou aux situations. Et donc, c'était quelque chose qui, par la sélection naturelle, n'a pas été, il n'y avait pas de sélection contre ça, mais contre les populations qui n'ont pas été bipèdes. Et donc, c'est comme ça que les choses avancent et il faut garder en tête que l'évolution, c'est complètement aléatoire et c'est une réponse aléatoire aux conditions. Et donc, les populations qui ont un certain comportement ou trait ou caractéristique qui est mieux adapté vont avoir plus d'enfants et c'est comme ça que la caractéristique perdure dans le temps. N'empêche, on se rend compte que, en regardant différents types de données, les données de pollen, d'autres des isotopes du carbone, par exemple, qui sont mesurés dans les carottes marines au large de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest, on a une idée de la végétation régionale, donc des grands types de végétation qui ont occupé l'espace continental. Et quand on fait des prélèvements et qu'on analyse les pollens dans des sédiments qui proviennent terrestres, on a une idée de la végétation locale. Et en fait, on s'est rendu compte que même si les savanes ont un signal de plus en plus marqué depuis 10 millions d'années en Afrique de l'Est, néanmoins, aux sites à hominidés, que ce soit pour Toumaï, que ce soit pour Aurorine ou Ardipithèque à 4 millions d'années, ces hominidés sont toujours associés, inféodés à des environnements boisés, mais ripariens, c'est-à-dire associés à des zones le long des rivières, des zones lacustres, des zones de résurgence d'eau profonde. Donc, l'environnement s'est ouvert au niveau du paysage et de la région, mais au niveau local, ces populations prébipèdes restaient quand même bien inféodées à des milieux boisés, mais très restreints dans l'espace. Donc ça, c'est quelque chose que Lamarck n'avait pas en tête et que peut-être Yves Coppens non plus à l'époque, mais maintenant on a des données qui permettent de réfléchir un peu mieux à cette hypothèse et de se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait.
D'accord, très bien. Et dans la foulée, il y a une question, est-ce que l'analyse systématique est couplée avec une analyse géochimique, notamment le carbone C3 et C4? Et je pense que c'était aussi pour vous, Doris, puisque c'était couplé ensemble. Alors, il y a beaucoup de... Donc ça, c'est surtout des équipes américaines qui travaillent sur les isotopes du carbone, sur les sites à hominidés d'Afrique de l'Est. La mesure du carbone sur les carbonates, les petits nodules carbonatés qui se développent dans les paléosols des zones tropicales. Ça donne une certaine mesure de la végétation présente à un endroit donné. Et maintenant, on fait aussi des mesures plus précises sur les composés organiques, les cires des feuilles, par exemple, qui sont aussi préservées dans les sédiments et qui donnent une information plus précise sur la végétation, les types de plantes qui ont produit ces molécules et ce carbone. Donc, c'est pas mesurer systématiquement sur les mêmes échantillons, mais oui, sur les mêmes niveaux sédimentaires. En général, on a beaucoup plus facilement des données isotopiques qui sont plus facilement mesurables à la chaîne et parce que aussi le carbone est bien préservé dans les carbonates pédogéniques, et alors que les pollens ou les phytolithes sont parfois beaucoup plus sensibles à la dissolution et à l'oxydation. Donc on trouve rarement des pollens préservés. En général, dans 10% des échantillons qu'on teste, on va trouver des pollens. Pour les phytolithes, c'est un peu mieux, mais c'est quand même pas 100%. Très bien. Alors maintenant, une question pour vous, Frédéric, qui s'intéresse au pas de temps de vos modèles climatiques. Est-ce que c'est l'année? Et je vais coupler avec une autre question. Jusqu'à combien de millions d'années peut-on réaliser une modélisation? Donc le pas de temps et jusqu'à combien de temps? D'accord. Alors, ce qui est important, ce que je vous ai montré, c'est une température annuelle, mais évidemment, ce qui est important pour comprendre les changements de végétation, pour confronter ça aux données de végétation, c'est d'avoir un cycle saisonnier. Donc, les modèles intègrent bien sûr le cycle saisonnier, c'est-à-dire qu'on va moduler l'ensoleillement qui va être pris en compte par le modèle localement, va varier au fur et à mesure de l'année en fonction des paramètres orbitaux utilisés et de l'activité solaire. Donc, on a une modulation de l'ensoleillement, qui finalement représente le cycle saisonnier qu'on va voir le cycle saisonnier. Bon, on a aussi le cycle diurne-nocturne, bon, pour d'autres problèmes, d'autres questions de dynamique atmosphérique, je ne détaille pas. Quand on va vouloir faire une modélisation, on va modéliser donc une période de temps. On peut faire des périodes de temps, des simulations dites transitoires. C'est ce que font les modélisateurs qui veulent simuler le climat futur. Ils se positionnent par exemple, ils commencent en 1850 et ils vont aller jusqu'en 2100. Là, c'est la simulation transitoire avec les conditions limites, ces fameuses conditions limites, c'est-à-dire que par exemple, la quantité de CO2 dans l'atmosphère évolue ou d'autres paramètres vont évoluer sur cette simulation. Nous, quand on se place à des périodes beaucoup plus reculées, on ne va pas pouvoir simuler des phénomènes transitoires. Donc, on va chercher à simuler un état d'équilibre. Un état d'équilibre, c'est-à-dire un état d'équilibre du système climatique, autrement dit de l'atmosphère, des océans, de la végétation dans le modèle, avec les conditions aux limites qu'on lui applique à la géographie qu'on fixe, la quantité de CO2 qu'on fixe, aux paramètres orbitaux qu'on fixe. On ne va pas pouvoir faire évoluer les paramètres, puisque ces paramètres-là qui évoluent, certes, ils évoluent, mais ils évoluent sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues. Même les paramètres orbitaux, si on voulait voir quelque chose, il faudrait faire des simulations sur plusieurs centaines de milliers d'années. Ce qui n'est pas faisable actuellement avec les capacités de calcul que l'on a. Donc, on peut faire des simulations, on va chercher à avoir un état d'équilibre et on va finalement faire différentes simulations à différentes périodes, à différents âges, différentes périodes géologiques qui nous intéressent, et on va chercher un état d'équilibre, c'est-à-dire un état d'équilibre du système climatique à des conditions limites. Mais il n'y aura pas de phénomène transitoire. Après, on confronte, on voit qu'il y a des différences entre deux simulations, et c'est ça qu'on va regarder pour voir si ça correspond aux évolutions dans les données, avec le problème de confrontation aux données, bien sûr, qu'on peut avoir. Voilà. Mais on ne pourra pas faire de simulation, on ne peut pas faire une simulation sur 1 million d'années
On n'a absolument pas les capacités de calcul pour l'instant, ou si on les a, la simulation durerait plusieurs années. Donc, c'est durerait plus long, ce sera peut-être plus long que le projet lui-même. Donc, c'est pas possible pour l'instant. La deuxième question, Fred, sur oui, j'ai oublié la deuxième question. J'ai oublié la deuxième question, pardon. Qui était jusqu'à combien de millions d'années peut-on réaliser une modélisation? Alors, donc, si on veut faire des simulations du passé, on peut remonter, on peut faire des simulations aussi loin que l'on veut dans le passé. On a fait des simulations à 700 millions d'années, il y a 700 millions d'années, on prend dans des simulations climatiques très différentes d'aujourd'hui, de terre vue de neige. Il y a des simulations qu'on a fait des simulations à 2 milliards d'années, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, pour comprendre pour étudier des problématiques totalement différentes où il y avait très peu de continents émergés, où il y avait des conditions de chimie de l'atmosphère très différentes. Donc, c'est toujours possible puisque les lois physiques qui sont dans les lois physiques qui sont implémentées dans les modèles sont toujours valables, elles restent valables. Donc, ces modèles climatiques, finalement, on peut les utiliser dans le passé. Il suffit simplement d'avoir les conditions limites qui sont celles de l'époque. Évidemment, plus on remonte dans le passé, plus il y a des certitudes. Et moins on est capable moins on a d'assurance que ce qu'on fait est correct. Confondre avec les données que l'on a, bien sûr. Pour reculer. Et ça devient de plus en plus de sensibilité. Si je peux juste te dire une petite chose, en fait, c'est quoi l'horizon auquel on est à peu près sûr d'avoir la bonne paléogéographie? Dès que vous perdez la paléogéographie, vous perdez tout parce que les fluides caloporteurs qui sont l'atmosphère et l'océan dépendent beaucoup de cette distribution continent-océan. Et grâce aux laboratoires comme ceux de Fred à l'IPG de paléomagnétisme, on est capable de remonter avec une assez bonne fiabilité sur, je ne sais pas ce que Fred dira, mais moi je dirais sur peut-être maximum 5 milliards d'années. Après, on peut faire à cette fois des expériences de sensibilité à ce que pourrait être la paléogéographie, mais on a perdu vraiment la contrainte. Et donc, c'est ça un peu le mur. C'est jusqu'où la paléogéographie reconstituée à partir du paléomag et d'autres processus nous permettent d'aller. Et moi, je pense qu'il y a un mur vers 1,5 milliard d'années à peu près. Mais je ne sais pas ce que Frédéric en pense. Il est mieux placé que moi pour donner... Disons que jusqu'à 250 millions d'années, il n'y a pas de grosses difficultés. Il y a des incertitudes, évidemment, c'est pas au degré près, il ne faut pas exagérer. Les données qu'on utilise dans des données paléomagnétiques pour repositionner les continents ont une incertitude, et cette incertitude se reproduit, évidemment, sont présentes dans la construction que l'on fait. Ensuite, quand on remonte dans le passé, entre, disons, 250 et jusqu'à 1 milliard d'années, plus on va aller dans le passé, moins on va avoir de données, et donc les incertitudes vont grandir. Ça ne veut pas dire que toutes les périodes sont aussi mal contraintes. Il y a des périodes, même dans le passé, plus lointain, qui sont mieux contraintes parce qu'il y a plus de données. Tout dépend du nombre de données dont on dispose. Au-delà de 1 milliard d'années, ça devient beaucoup plus compliqué. La période 1 milliard, 2 milliards d'années, c'est une période où finalement il y a très peu de données, finalement relativement peu de données, et c'est un peu la période un peu inconnue de l'histoire de la Terre. Vraiment, c'est un peu vraiment, c'est moins bien compris. Une période bien moins comprise. Autour de 2 milliards 5, 2 milliards 3, il y a de nouveau des données, il y a des périodes, il y a des données qui permettent de la grande oxygénation de la Terre, donc c'est une grande problématique qui a été étudiée, et donc il y a quelques données, mais bien sûr, les constructions paléographiques que l'on a sont bien plus incertaines, puisque, par exemple, une simple utilisation toute bête, c'est qu'on utilise des données paléomagnétiques, on ne va pas nécessairement savoir si on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, ça me paraît tout bête, mais il y a des incertitudes comme ça. Donc, si on trouve un continent localisé, par exemple, à 90 degrés, on ne saura pas si ici le pôle sud ou le pôle nord. Donc, les incertitudes vont dire. Après, on va utiliser d'autres données pour essayer de contraindre, par exemple, par les continuités géologiques ou par des assemblages, par des bassins sédimentaires qui se ressemblent, ou choses comme ça qui permettent d'avoir d'autres données pour apporter des contraintes. Mais bien sûr, plus on monte dans le passé, peut-être qu'on va arriver au-delà du milliard d'années, plus ça devient compliqué. Et après, au-delà, c'est très, très... Alors là, après, au-delà de 3 milliards, c'est quasiment impossible. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, une question pour vous, William. Sur quels critères reposait l'identification des niches? Sur une liste de critères CO2, température, tapis végétal, ou bien sur le recueil de relevés sur des sites archéologiques? C'est plutôt, si je comprends bien la question, c'est un peu les deux.
mais pour les sites archéologiques ou paléontologiques, selon la période qu'on étudie, on est intéressé par le site, ça veut dire la localité où on a observé une culture archéologique ou une espèce hominoïde. Et de l'autre part, on a, par exemple, la question de CO2, etc. Ce n'est pas vraiment le CO2, mais ces variables sont importantes, comme ils ont dit, pour forcer les simulations paléoclimatiques pour une période donnée. Et donc, dès qu'ils ont fait une simulation paléoclimatique, nous avons des simulations pour les températures, les précipitations, etc. Et on prend ces variables, ces données, sur les couches environnementales, et la niche écologique est reconstruite à la base pour tous les points géographiques où nous avons observé une espèce ou une culture archéologique. Les algorithmes modélisation de niche qu'on utilise sont capables de reconnaître tous ces paramètres, toutes les relations entre ces paramètres environnementaux pour reconstituer ou estimer une niche pour une période du passé. Donc, on ne travaille pas pour chaque site avec les variables CO2, etc., mais c'est plutôt juste les localités, les coordonnées géographiques. Et donc, on regarde quels sont les paramètres environnementaux qui sont partagés entre ces points sur la carte. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'espère. On l'espère aussi. Et du coup, une autre question aussi pour vous. Comment lier les niches qui semblent être des probabilités à la diffusion effective des personnes? Diffusion effective des personnes, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire la taille de la population? Alors, Ou peut-être comment la population est dispersée. Et donc, comme vous avez vu avec les estimations de niche, les images, on a des zones de haute probabilité et des zones où la probabilité de la niche est beaucoup moindre. Souvent, on établit un seuil et on dit, bon, pour une présence de la niche, une probabilité de présence à moins de 20% ou une suitabilité de l'habitat à moins de 20%, on considère que la niche n'est pas vraiment présente. Et donc, comme ça, on peut réduire la zone de la niche qui nous intéresse. Une chose qui est peut-être pour répondre à la question, mais je ne sais pas si je vais dans le bon sens, c'est qu'une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est si on voit une distribution d'une population à travers les sites archéologiques ou les sites paléontologiques, une chose très, très parlante, ou important à comprendre, c'est est-ce que cette distribution réelle de la population correspond juste à une partie de la niche écologique potentielle? Est-ce que cette population a occupé juste une partie de sa niche potentielle? Ou dans une autre situation, peut-être on va voir que la population a occupé sa niche entière. Et les raisons derrière ces différences sont très intéressantes. Peut-être c'est dû à la compétition avec une autre population d'animaux ou une autre population d'hominoïdes, une sorte de compétition pour des ressources, ou peut-être c'est juste parce qu'il n'y avait pas vraiment une taille de la population suffisante pour occuper sa niche entière. Et donc ces différences entre la zone de la niche prédite et la distribution réelle de la population d'une période passée, les décalages potentiels sont très intéressants et c'est en fait, souvent, c'est ça qu'on essaie de comprendre. D'accord, très bien. Alors, cette fois-ci, une question qui s'adresse à vous. Quelle est l'importance de faire ce type d'études sur du passé lointain alors qu'on devrait s'occuper plus du passé très proche et faire le lien avec le climat d'aujourd'hui? Alors, moi, je peux répondre à ça. Il y a
si vous voulez, c'est vrai qu'au Quaternaire, c'est-à-dire sur les 2 millions d'années, derniers millions d'années à peu près, on a beaucoup de données. Et en plus, on a un métronome qui est les cycles glaciaires interglaciaires, qui sont d'abord de 40 000 ans, puis qui passent à 100 000 ans, et qui se reproduisent. Enfin, c'est jamais la même chose, mais qui quand même, il y a une espèce de cyclicité comme ça. Alors, c'est sûr que l'auditeur a raison sur 2 points. Le point que ces simulations-là, on peut les faire de façon plus précise, et le point qu'il y a plus de données. Là où ce n'est pas notre but, pourquoi? C'est parce que nous, on s'intéresse à la dispersion des grands singes sur des grandes périodes de temps, justement. Donc, c'est tout à fait approprié d'utiliser des périodes de temps de plusieurs millions d'années pour regarder ces sagas des grands singes qui vont finalement partir d'Afrique tropicale et arriver en Asie du Sud-Est. Et cette grande marche, si vous voulez, elle est très rythmée par les changements climatiques et très imprimée par eux. Et ça, sur des échelles de millions d'années. Quant à la question de savoir qu'est-ce qui est mieux pour demain, alors là, on peut discuter, parce que quand vous faites du quaternaire, vous êtes dans une petite fenêtre en CO2. Là vers quoi on va demain, c'est vers un CO2 qui est aujourd'hui à 413 parties par million. Donc ce CO2-là, pour le retrouver, on ne le trouve jamais au quaternaire. Il faut remonter au Pliocène, c'est-à-dire il y a à peu près 3 millions d'années. Et visiblement, on est parti pour aller vers 500-600 ppm à la fin du siècle. Et ça, c'est le CO2 qu'on a à peu près au mid-Miocène, climate optimum, il y a 15 millions d'années. Il se trouve que, justement, le quaternaire, qui est une période très bien, relativement mieux connue, effectivement, correspond à des cycles glaciaires interglaciaires très importants. Mais ce n'est pas du tout vers ce quoi on va à court terme. À court terme, on va, si vous voulez, en fait, tout ce qu'on a montré là, c'est qu'en 40 millions d'années, pour des raisons tectoniques et liées aussi au CO2, on est passé d'une situation de climat chaud à un climat quaternaire qui est froid, avec des cycles glaciaires interglaciaires. Il a fallu 40 millions d'années à la nature pour se transformer et passer de 1200 ppm à peu près à 300 ppm. Et nous, ce qu'on est en train de faire en moins de 2 siècles, c'est de remonter de 300 ppm à 600 ppm. Et donc, c'est intéressant de regarder les climats au-delà du quaternaire, parce que les climats du quaternaire permettent bien sûr de valider les modèles, mais uniquement dans leur sensibilité au froid, pas assez peu dans leur sensibilité au chaud. Est-ce que quelqu'un souhaite compléter la réponse de Gilles? Et donc justement, dans le fait de regarder dans le passé, est-ce qu'il n'y a pas certaines limites, puisqu'on regarde dans le passé pour essayer un peu de comprendre le futur, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines limites, justement, puisque c'est une situation qui semble être inédite, quelles sont les limites de cet exercice? Frédéric, peut-être? Par exemple, oui. Si on remonte dans le passé, de toute façon, on aura en effet les mêmes quantités de CO2, on n'aura pas exactement la même géographie. Donc, il n'y aura pas exactement la même dynamique océanique, par exemple, mais les continents n'ont pas bougé de manière exacte. Les mouvements sont de quelques centaines de kilomètres, mais bon, il y a des fois, il peut y avoir des passages océaniques qui existent à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ça, c'est simplement ça, cette limite. Mais par contre, ça va quand même nous permettre de comprendre comment se comporte le système climatique dans des pressions partielles de CO2 beaucoup plus fortes. Donc, ce qui donne quand même une idée à l'échelle globale de ce qui peut se produire et comment même la végétation va réagir, répond à une situation différente, très différente et beaucoup plus chaude. De toute façon, on n'a pas du tout d'équivalent à plus forte de CO2 dans les derniers millions d'années, comme l'a dit Gilles. Donc, il faut remonter à ces périodes de Miocène, il y a 15-20 millions d'années, pour retrouver une situation proche du futur. Très bien. Et est-ce que, par exemple, Doris et Will, vous auriez des exemples de changements climatiques brutaux, que ce soit en termes de flore et de faune, qui ont impacté de façon significative la faune et la flore et nos ancêtres? Doris, toi d'abord. En fait, ceux qui m'ont le plus interpellée, mais du coup, c'est des mauvais exemples, mais c'est des épisodes froids, justement.
au cours des derniers 6 millions d'années. Bon, il y a cet enregistrement au large de l'Éthiopie, de la Somalie, qui montre qu'en fait, juste avant 6 millions d'années, on était dans une période plutôt humide. Il y avait plutôt des arbres, plutôt des forêts, bon, des forêts sèches, mais quand même des forêts dans cette région de la Corne de l'Afrique. Et puis, attends, je suis en train de confondre le contraire. Oui, non, non, c'était ça. Et soudainement, il y a eu un effondrement, en fait, et avec un épisode plus froid et plus humide, entre 6 et 5 millions d'années. Alors, au même moment, en Méditerranée, on a la mise en place de la crise messinienne, quand la Méditerranée s'est asséchée. Je ne sais pas encore s'il y a un lien entre les deux, mais voilà, c'est un épisode froid qui m'interpelle. Et puis, il y en a un autre autour de 3,3 millions d'années qui est très bien marqué dans les isotopes du carbone, dans les paléosols d'Afrique de l'Est, qui est très bien marqué par les pollens aussi des sites de Lucie, donc dans le nord-est de l'Éthiopie. Et pendant 50 000 ans, on a une période beaucoup plus humide en fait et fraîche par rapport à l'actuelle. Et c'est la période à laquelle on va trouver l'Australopithèque afarensis dans toute cette région. Donc voilà, et ces périodes-là, elles ont ensuite basculé très rapidement. Enfin, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 100 000 ans, 50 000 ans, et puis de nouveau, l'aridification s'est installée et s'est prononcée. Mais voilà, je pense qu'il y a des périodes climatiques qui ont peut-être donné des conditions favorables aux faunes, et puis le robinet a été coupé rapidement et il y a de nouveau eu des périodes difficiles avec une limitation des ressources végétales, parce que si vous avez moins de précipitations, vous limitez forcément la quantité de nourriture disponible pour les herbivores. Et voilà, vous allez augmenter peut-être la compétition entre les espèces. Donc, là, les deux périodes que j'ai en tête, après je connais moins bien ce qui s'est passé après 2,7 millions d'années, quand les cycles glaciaires et interglaciaires se sont installés et ont créé sur des périodes de temps beaucoup plus rapides des basculements assez prononcés dans la végétation, parce que le climat a basculé de façon cyclique comme ça, entre périodes chaudes et sèches et périodes humides, donc contraire chaude et humide et froid et sec. Voilà. Et pour donner rapidement un exemple du paléolithique supérieur, donc entre 40 000 et 15 000 ans, par exemple, pour une période dans l'ouest de l'Europe, il y a 31 000 ans, on avait une période assez tempérée, qui s'appelle un interstadiaire, et à 30 000 ans, il y avait un refroidissement du climat très, très rapide. Les choses sont devenues assez froides et assez secs dans l'ouest de l'Europe, et on voit des comportements technologiques de ces populations paléolithiques supérieures qui ont changé très rapidement. Et après, vers 29 000 ans, dans une période très, très rapide, on est repassé à une période assez tempérée. Et encore, à nouveau, on voit un changement de technologie, un changement de distribution des populations. Et donc, cette période autour de 30 000 ans, c'était 29 000 ans, était très important. Ça s'appelle Heinrich III. Et donc, il y avait un refroidissement de la mer l'Atlantique, où j'imagine, si vous alliez à la côte ici à côté de Bordeaux, vous aurez vu des icebergs dans la mer. Et donc, tous ces changements ont été très, très rapides, et aussi la rapidité de ces changements avait un effet très, très marqué sur les populations de chasseurs-cueilleurs, parce qu'il y avait un changement dans les animaux présents sur le paysage, etc. Et il fallait s'adapter.
Du coup, je me pose la question, est-ce qu'on on a en tête des périodes qui étaient de façon surprenante beaucoup plus chaudes ou beaucoup plus... Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Frédéric et Gilles? Ben, à l'échelle géologique, il y a par exemple la limite Paléocène-Éocène, où on a Oui. vraiment. D'ailleurs, les gens, souvent, pour trouver un analogue au changement de CO2 très rapide qu'on est en train de produire, ils prennent comme exemple cet épisode-là où effectivement il y a une déstabilisation du cycle du carbone qui est très intense. Il y a aussi le mid-Miocène climat optimum qui dure que 2 millions d'années entre 17 et 15. Par contre, comme tu dis, Doris, c'est vrai qu'au Quaternaire, bon, il y a des petites oscillations qui ont des gros effets comme les Heinrich Evans qui se produisent en glaciaire à cause du fait que les calottes sont instables tous les 6000 à 7000 ans, mais il y a aussi des Danziger-Oeschger, c'est-à-dire des événements avec un réchauffement rapide et puis un refroidissement plus lent. Donc il y a à différentes échelles de temps, là je parle de choses qui sont pour le mid-Miocène ou le LPTM qui ont eu lieu il y a 56 millions d'années, c'est des choses qui se passent en dizaines de milliers d'années, mais pour les Heinrich Evans et les Danziger-Oeschger, c'est plutôt de l'ordre de 7000 à 1500 ans. Donc, à différentes échelles de temps, il y a des phénomènes qui sont relativement rapides. Je pense un peu dans les deux sens, mais c'est vrai qu'en glaciaire, la capacité des calottes de glace, et en particulier la Laurentide, à relarguer des icebergs, fait qu'il y a plus peut-être d'événements massifs vers le froid, évidemment, que vers le chaud. Oui, il y a cette question justement d'enregistrement de l'événement lui-même. Et quand on regarde des périodes non glaciaires, en effet, on voit la dynamique n'est pas la même. Et même les processus du LPTM, finalement, c'est quelque chose qui est finalement qui nous paraîtrait aujourd'hui assez lent, puisque ça prend quelques dizaines de milliers d'années. C'est quelque chose qui est beaucoup plus lent que ce qu'on voit actuellement dans les tendances d'augmentation de la température. Mais l'événement est majeur en termes d'événements. Il paraît très court à l'échelle des temps géologiques, mais le très court à l'échelle des temps géologiques, c'est quelques dizaines de milliers d'années ou centaines de milliers d'années quand même. C'est ce qu'il faut voir. Ouais. Après, il y a une question d'enregistrement dans le passé. C'est ça. Très bien. Alors du coup, ce sera la dernière question. Jusqu'à quel degré on pourrait s'attendre à avoir des informations utiles et pertinentes sur les origines communes de l'homme à partir des études menées sur les tribus primitives? Ou est-ce que... Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, jusqu'à quel degré on pourrait s'attendre à avoir des informations utiles et pertinentes sur les origines communes de l'homme à partir des études menées sur les tribus primitives? Par exemple, les chasseurs-cueilleurs actuels, leur étude, est-ce qu'elle permet d'apporter des réponses? C'est ça? J'ai pas plus d'informations. C'est la question qui m'a été transmise. Les tribus primitives, c'est ce que l'auditeur appelle les chasseurs-cueilleurs actuels, par exemple. Bon, ce sont des homo sapiens modernes, hein, comme nous, qui ont évolué comme nous, donc ils ont juste des comportements où ils sont primitifs, entre guillemets, dans la mesure où par exemple, toutes les ressources qu'ils obtiennent ne dépendent pas de la culture et de l'élevage, de l'agriculture et de l'élevage. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai pas compris, je ne suis pas sûre qu'on parle des bons termes en fait. Ouais, c'est une question qui n'est pas très claire, mais il y a quelque chose dont on n'a absolument pas parlé parce que ce n'est pas vraiment une de nos spécialités, mais qui est importante et qui est de plus en plus importante, c'est la génétique. Et c'est le fait qu'on peut trouver de l'ADN ancien, alors assez, pas très ancien, mais en tout cas, c'est des choses qui nous éclairent beaucoup sur, par exemple, le fait que pendant très longtemps, on pensait que les Néandertaliens et les Homo sapiens étaient deux populations différentes. Maintenant, on sait que nous avons, en particulier les Européens, un certain pourcentage de gènes de Néandertaliens et même de Denisoviens. Et donc, on a aussi des renseignements sur le mélange de nos gènes qui nous permet de savoir plus de choses. Alors, je ne sais pas du tout si ça répond, je ne pense pas, à la question qui était posée, mais on peut savoir de plus en plus précisément
comment se sont fait les rencontres, à quel moment, et voilà, tout ça, c'est des choses, la génétique apporte beaucoup de contraintes que les palynologues ou l'étude des forts et des flows, même des C3, C4, ne permettent pas d'apporter. Donc, il y a tout un faisceau de contraintes, surtout sur du matériel génétique jeune, qui est mieux préservé, qui nous apporte des contraintes qu'on n'avait pas du tout il y a 10 ans ou 20 ans. Oui, ça, c'est un détail important parce qu'avec le registre fossile, et si on travaille qu'avec des fossiles, d'abord, il y avait très peu d'individus qui ont été préservés en fossiles. Et aussi, on ne sait pas forcément quelle est la relation entre certains caractères. Est-ce que ces fossiles ou ces espèces fossiles ont été liées ou pas? Est-ce que l'individu qu'on a trouvé, est-ce qu'il a ou elle a réussi à transmettre ses gènes, etc. Et donc, comme Gilles a remarqué, les études ADN anciennes sont très, très importantes et nous montrent que les situations sont beaucoup plus complexes qu'on a imaginé. Très bien. Eh bien, je vous remercie à vous d'être intervenu pour parler de ce projet ad hoc. Je remercie les 240 internautes qui sont toujours connectés, qui ont suivi la conférence, et merci aussi à ceux qui sont partis entre-temps. Merci aux équipes de la Cité pour cette organisation. Merci aussi à Lucas pour la transmission des questions. J'espère que vous aurez passé une bonne soirée en notre compagnie. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à bientôt. Merci à toi, Jordan. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Merci.